Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de hardware. Et comme vous pouvez le voir, donc ce sera sur un PSX. Donc, comme vous le savez ou pas, je suis un grand fan en fait de cette console. Vous pouvez le voir dans mes différentes vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, qui sont très lointaines, on va dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, je voulais revenir donc sur ce hardware, sur cette machine, qui est donc en fait une PlayStation 2 boostée aux hormones, on va dire ça comme ça, qui est une machine qui est sortie uniquement au Japon, donc en 2003 ou 2004, et qui a été faite sous deux versions. Donc les PSX série 7000 et les PSX série 7500 avec leur déclinaison en 5000 et en 5500 puis 700. Donc il y a eu vraiment deux versions. Après, si on veut chipoter, il y a eu la version 7000 et 7100, tout comme il y a eu la version 5000 et 5100 qui rajoutaient une ou deux fonctionnalités en plus, mais qui restait sur la même architecture globale donc de la carte mère, on va dire du hardware. Donc cette machine, en fait, il y a donc un lecteur donc média, je veux dire, enfin un lecteur de disque à l'avant qui est un manche-disque, qui était donc une exclusivité à l'époque donc à ce modèle-ci, puisque la PS2 standard, elle, était avec un tiroir. Et donc là déjà c'était les prémices en fait avec la PS3 et son manche-disque. Donc par contre elle ne fait que lecteur DVD, hein, bien sûr. Et son manche-disque, voilà. Et elle est dotée aussi d'un disque dur. Donc les versions 5 ou les versions 7, la seule différence c'est qu'il y en a une qui a un disque dur de 160 Go et l'autre un disque dur de 250 Go. En fait, l'avantage et l'intérêt des disques durs donc dans ces machines était surtout de pouvoir enregistrer les programmes télé, puisque c'est un media center à part entière et un tuner en même temps. Donc on pouvait y brancher l'antenne directement sur l'appareil et on pouvait enregistrer ses programmes. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, et donc Sony a eu l'idée d'incorporer en fait à ses enregistreurs une PS2 et donc l'ont renommé PSX, en fait en hommage au nom de code de la première PlayStation, donc la PS1, la PlayStation standard, qui était nommée PSX en interne, qui était donc le projet PSX. Donc là, dans un premier temps, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, c'est le modèle 7000, donc que l'on peut repérer grâce donc à son écriture sur le dessus, qui est un peu bleu, hein, qui reprend un peu la même typographie que la PlayStation 2 standard. Par contre, la PSX 5000, je vous le montrerai après, eh bien, elle, c'est directement gravé en fait sur le plastique. Et le plastique n'a pas un revêtement en plexiglas, mais directement du plastique standard. Mais ça, je vous le montrerai juste après. Et donc là, je vais vous faire donc le tour du propriétaire, comme j'avais pu le faire à l'époque, mais là, je voulais vous en faire un peu plus, puisque là, j'ai l'avantage d'avoir pu donc installer une puce à l'intérieur, donc une Modbo, donc une Infinity Modbo 5.0. Et donc l'avantage, c'est qu'elle peut lire maintenant à peu près tous les médias. Et donc je vous montrerai comment est-ce qu'on se sert exactement de la puce, puisque c'est un peu plus différent que sur une PS2 standard avec la puce. Donc déjà, dans un premier temps, ce modèle, enfin la PSX en elle-même, elle a donc un petit tiroir, on peut dire, hein, une petite façade que l'on peut donc tirer pour pouvoir laisser apercevoir donc les ports memory card.
donc carte mémoire, donc qui sont ici. Vous avez donc des boutons hardware directement pour pouvoir donc vous déplacer dans les menus. Vous avez un port USB et vous avez un emplacement pour y mettre une carte mémoire. Donc un memory stick qui était donc une carte mémoire propriétaire de Sony, avant que le standard SD soit le standard des cartes mémoire aujourd'hui. Et donc ce qui nous intéresse surtout, c'est l'arrière. Donc là, sur ce modèle, donc les premières versions, vous avez donc un port Ethernet. Donc là, il a encore sa petite étiquette dessus. Donc le port d'alimentation, le port Ethernet, le port optique. Vous avez le port, donc ça c'est propre au Japon, donc qui est le D-terminal. En fait, c'est une sortie YQV. Vous avez donc une sortie audio-vidéo, donc pour afficher la machine sur la télé, et vous avez une entrée audio-vidéo, donc la même chose en S-vidéo, donc là en composite standard, et là vous avez la même chose avec du S-vidéo, donc pour avoir une qualité d'image un peu supérieure. Alors c'est jamais trop facile pour filmer ce genre, parce que vous voyez comment elle est faite, hein, vous avez vraiment une avancée de la carte mère. Et vous avez deux ports, c'est du F, alors je sais plus comment on appelle ce port, donc ce sont les ports d'antenne, un peu comme chez nous les ports pour les antennes paraboles sur les démodulateurs tels que CanalSat à l'époque, TPS, etc. Ou même encore aujourd'hui avec TNT-SAT, hein, puisque le satellite est encore en vigueur aujourd'hui. Et les ports donc pour les manettes qui sont à l'arrière, qui sont pas du tout accessibles après une fois que l'installation est faite, que vous avez mis votre machine dans votre meuble. Mais bon, voilà, c'est comme ça que Sony a imaginé sa console. Car à la base, cette machine, en fait, c'est plutôt un Media Center recorder pour la télé, avec une option PlayStation 2, puisque c'est vraiment pas la fonction numéro 1 que fait donc cette machine. C'est juste vraiment une fonction pour jouer à la console. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un PSX. Donc celui-là, il ne fonctionne plus. Donc pour vous montrer la différence. Donc avec l'inscription PSX, donc comme je vous le disais, il est vraiment gravé donc sur le plastique, donc le PSX. Donc ça c'est une version, c'est une série 5000, donc comme vous pouvez le voir, ne fonctionne pas parce que oui, effectivement, ces machines vieillissent vraiment très mal. Et souvent, les disques durs, donc qui étaient des disques durs IDE, hein, la norme de l'époque, donc des gros disques durs en 3,5 pouces, eh bien souvent ils tombaient en panne. Et vu que le disque dur, en fait, c'est là où est stocké donc le système d'exploitation, on va dire, eh bien, vu que tout est installé dans le disque dur, eh bien, si le disque dur ne fonctionnait plus, eh bien, la console ne démarrait plus, tout simplement. Et aussi, une chose à savoir donc sur les PSX, vous pouvez changer la carte mère. Vous pouvez intervertir les cartes mères si vous en avez une qui est en panne. Par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que le disque dur est couplé avec le lecteur de DVD. Donc, vous ne pouvez pas mettre un disque dur d'une autre machine qui, lui, est fonctionnel à la place de celui d'origine, car le lecteur est couplé avec. Donc, si vous voulez vraiment changer le disque dur avec celui d'une autre machine, eh bien, il faut impérativement changer le lecteur
donc de DVD avec, ou bien juste la petite carte fille du lecteur avec le disque dur, car les deux sont couplés. Donc voilà, c'est encore plus pénible donc pour la maintenance de ce genre de machine. Mais bon voilà, c'est comme ça que Sony avait conçu les choses à l'époque. Donc là, on va se retrouver tout de suite devant la télé avec la machine branchée. Donc nous revoilà avec la machine branchée, et à part la partie électrique, car moi j'ai modifié l'alimentation en fait de cette console là, puisqu'à la base, vu qu'elle n'est sortie uniquement au Japon, eh bien elle ne fonctionne que en 110 volts, et donc moi je modifie les alimentations à l'intérieur pour qu'elle fonctionne directement en 230, donc avec un câble tout ce qu'il y a de plus standard. Donc là je vais le brancher, voilà. Et donc la console s'est allumée par la même occasion. Donc là on va allumer la télé. Donc écosystème Sony, hein, tant qu'à faire. Donc on va attendre un petit peu, voilà. Donc là la télé est allumée et on va allumer la console. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, elle a booté avec le logo Matrix, puisqu'elle est dotée d'une puce. Donc peut-être que quelques-uns d'entre vous qui regardaient la vidéo ne connaissent pas l'interface de la PSX. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai mis à jour le firmware. Donc c'était à la base, la console était en 1.06 et je l'ai mis avec le dernier firmware à jour, donc le 1.31. Et donc comme vous pouvez le voir, on va baisser un petit peu. Comme vous pouvez vous en rendre compte, la machine démarre en fait directement sur le tuner télé. Hein, donc avec toutes les chaînes qui ont été mémorisées donc par l'utilisateur précédent, donc au Japon. Et donc là sur le menu TV, eh bien on peut remarquer qu'il y a donc Line, et vous pouvez y brancher donc tout ce que vous voulez donc sur la ligne arrière donc de la sur l'entrée à l'arrière de la console, pour pouvoir y mettre par exemple une PS2 ou une PS1 ou tout ce que vous souhaitez donc en composite. Comme vous pouvez le voir, eh bien le menu ressemble quand même beaucoup à celui de la PS3, hein, puisqu'il est sorti avant la PS3. C'est exactement le même principe, avec à quelque chose près les mêmes icônes, et qui a été évolué donc pour la PS3. Donc là après vous avez toutes les options, tous les paramètres donc de la machine. Donc par exemple les paramètres de la console en elle-même. Et là, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, là nous sommes en 1.31 avec donc toutes les informations correspondant au modèle de la machine. Donc l'adresse MAC, le modèle de la console, la version et l'IP. Après vous avez le à propos, après vous avez le menu pour le formatage du disque dur, etc. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la partie jeu, que vous ayez une 160 Go ou une 250 Go, vous n'aurez que 40 Go allouables donc pour l'installation des jeux. Donc c'est un peu dommage. Vous pouvez mettre n'importe quelle capacité de disque dur, vous aurez toujours la même chose. Alors je sais qu'il y a des hackers qui en ce moment essayent de modifier cela, mais ça a l'air de prendre du temps. Donc pour le moment, ce n'est pas possible. Donc voilà, vous avez le menu donc photo, audio et vidéo. Donc vous pouvez stocker, enfin vous pouvez regarder les vidéos qui sont stockées par exemple sur votre memory stick, donc au bon format. Vous pouvez aussi les importer, etc.
Et vous pouvez aussi lire les DVD vidéo directement via l'interface donc du XMB. Et dans les PSX, une chose à savoir, c'est vraiment un lecteur vraiment très particulier. En fait, le lecteur, il contient 2 blocs optiques. Vous avez un bloc pour la lecture des DVD standards, DVD vidéo du commerce, DVD R, DVD RW, puisqu'on pouvait enregistrer directement donc sur les DVD donc nos programmes. Au lieu de le faire sur le disque dur, on pouvait le faire directement sur un DVD. Donc tout ce qui était médias enregistrables, comme je viens de vous le dire, DVD R, DVD RW, DVD moins, enfin plus, etc. Et vous avez un autre bloc optique pour la partie jeux, donc pour lire les jeux PS2 au format DVD ou les jeux PS1 au format CD standard. Et par contre, pour que les jeux PS2 soient reconnus, eh bien il fallait passer d'abord par l'autre lentille, l'autre bloc optique bien spécifique, pour que lui, il détecte en fait quel média a été inséré à l'intérieur. Et si la première lentille ne fonctionne pas, eh bien malheureusement, ça ne pourra jamais basculer sur la lentille PS2 qui, elle, peut fonctionner. Donc c'est vraiment très fastidieux. Mais heureusement, grâce au hack, eh bien, on peut bypasser donc cette vérification et passer directement sur la bonne lentille, en fait. Et donc là, comme vous pouvez vous en rendre compte, donc j'ai vraiment hacké la console et j'ai installé donc des jeux PS1, comme là vous pouvez voir donc Siphon Filter 2, hein, où il y a carrément le texte et tout, enfin vous avez la petite bannière donc juste là qui défile avec le logo Siphon Filter 2, et donc jeu PS1 et jeu PS2, donc comme là Splinter Cell. Donc là c'est la même chose, vous pouvez voir Splinter Cell défiler si vous faites le triangle pour voir les informations, et vous avez aussi les jaquettes. Et là on peut voir aussi donc des homebrew, donc là pour installer les jeux PS2. Pour Open Puzzle Loader, donc ça c'est vraiment le launcher de jeu par excellence, hein, c'est ce qui se fait de mieux donc sur la Play. Et vous avez donc ULaunchElf qui lui est un explorateur de fichiers, on va dire plus, explorateur, exécuteur, voilà. Donc là, ce que l'on va faire, je vais vous montrer donc comment on se sert de la lentille. Et ensuite, éventuellement, comment on lance un jeu. Si je mets un DVD, donc NTSC-J, qui est donc là un Dead or Alive 2, normalement, vous devriez, normalement, on doit donc voir la petite icône DVD, enfin là, en l'occurrence, ce sera jeu, s'afficher donc dans le menu Game, pour pouvoir lancer le jeu. Là, comme je vous disais à l'instant, ma lentille est défaillante donc pour détecter le type de média. Ça lit une fois sur 2, voire sur 3. Donc là, normalement, ça ne va pas le lire. Voilà, donc là, ça lit rien du tout. Et donc, pour pouvoir bypasser en fait cette vérification, eh bien, grâce à FreeMacBoot que vous aurez installé au préalable donc sur votre carte mémoire officielle, hein, vaut mieux faire sur de l'officiel, eh bien on va pouvoir bypasser ça directement au démarrage de la console. Donc là j'ai éteint la machine, donc il faut laisser un certain temps. Voilà, donc j'insère donc FreeMacBoot. Là, j'allume. Et grâce à la faille FreeMacBoot, eh bien, ça va bypasser en fait la lecture des jeux, la lecture donc via le premier bloc. Et normalement, le jeu va se lancer directement. Voilà. Donc là, le jeu s'est lancé.
Donc ce n'est pas parce que sur le XMB le jeu n'est pas reconnu que la lentille n'est pas bonne du côté PS2. Comme vous pouvez le voir là, il s'est lancé mais vraiment très rapidement parce que la lentille de jeu PS2 est vraiment en très bon état et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Et donc ça, même sans puce, vous pouvez le bypasser donc la sécurité. Donc là, on va... Mince, j'aurais dû éjecter. Et donc là maintenant, grâce donc à FreeMacBoot, comme je vous dis, on peut lancer tous les médias. Donc, par exemple, ce jeu-là, donc Shin Sangoku Muso, donc qui est un jeu vraiment purement japonais. Eh bien, ça c'est un jeu PS2 mais au format CD, donc avec la face violette à l'arrière. Là, vous avez un jeu gravé et qui plus est un jeu PAL, donc Splinter Cell. Là, on a un jeu standard, donc un jeu non gravé, donc Metal Gear Solid 3, mais qui lui aussi est en version PAL. Et vous pouvez aussi lancer les jeux PS1. Donc là, c'est pareil. Donc là, Siphon Filter 2, jeu PS1, mais normal, enfin non gravé, mais qui est PAL, normalement qui ne passe pas. Et là, on va passer un jeu donc PAL et gravé, donc Siphon Filter 1. Donc, on va allumer, on va éjecter le disque. Voilà. Ensuite, on va insérer Siphon Filter. Alors, je ne sais pas si j'étais assez vite. Je pense que oui. Donc là, vous pouvez le voir, hein, à l'écran, c'est écrit FreeMacBoot. Et en même temps, la console lit le média qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour les jeux PS1, quand il y a une puce, c'est pas obligé que ça se lance direct, mais qu'il faille appuyer sur la touche rond au démarrage de la console pour pouvoir forcer, en quelque sorte, la lecture du jeu. Là, je pense que ça n'a pas marché. Voilà, là, il s'est rééteint. Voilà. En fait, dans le menu de la puce, pour que les jeux PS1 soient lus en direct sans avoir à appuyer sur la touche rond au démarrage, eh bien, il faut que vous mettiez donc l'option sur DVD V. Et à partir de ce moment-là, le jeu pourra se lancer automatiquement. Mais il faudra remettre en auto pour que vous puissiez lire les jeux PS2. Alors, c'est peut-être un peu flou pour vous, donc on va rééteindre la console. Voilà. Donc là, la console est éteinte. Maintenant, je vais appuyer donc sur rond au démarrage. J'allume la console. Ensuite, FreeMacBoot, voilà, va s'initialiser, va lire le CD et normalement devrait lancer le jeu Siphon Filter. Donc, ça met toujours un peu de temps avant de se lire, hein, bien évidemment. Voilà, donc là j'entends qu'il tourne. Et voilà, le jeu s'est lancé. Alors moi j'ai laissé vraiment cette option. Après il suffit juste de le savoir, d'appuyer sur rond au démarrage et ça lance donc le jeu
le jeu Siphon Filter. De plus, j'ai configuré la puce pour que le jeu soit lu en 60 Hz. Donc en plus, vous avez tous vos jeux PS1, qu'ils soient PAL ou NTSC, directement en 60 Hz. Et là, maintenant, je peux jouer normal. Alors, la seule chose un peu fastidieuse, c'est que si vous voulez sauvegarder... Je baisse un petit peu, hein, vous m'excuserez. Donc, si on veut sauvegarder donc, notre progression sur un jeu PS1, eh bien, il faudra enlever la carte et mettre la carte, la memory card de standard. On va éjecter le disque. Hop, là, on insère. Donc là, j'ai inséré le jeu Splinter Cell gravé. Donc là, c'est pareil. Grâce à Freemac Boot, ça le lit. Et ça le lance aussitôt. Donc là, on peut se rendre compte que les jeux PS2 sont vraiment lus très très rapidement comparé aux jeux PS1. On pourrait se dire que c'est l'inverse. Hein. Mais non. Donc là, le jeu Splinter Cell s'est lancé sans aucun effort. Donc au démarrage de la console. Donc ça c'est vraiment top. Donc là on va la rééteindre. Et là cette fois, donc là on a essayé un jeu gravé PS1, on a essayé donc un jeu original PS2 Jap. Donc là je vais vous montrer un jeu PS2 original PAL. Voilà, donc je l'insère. Freemac Boot, ça le lit. Donc vraiment rapidité extrême. Voilà, paf. Et maintenant, vous avez voilà, Metal Gear Solid 3, PAL, le tout en couleur qui tourne donc sur une PSX, sur une PSX. Voilà, donc là on peut dire qu'on a un peu la PSX ultime. Alors c'est pareil donc pour la mise à jour. Donc l'update 1.31 donc l'update 1.31 PSX. Donc là on va faire la même chose. On éteint. Hop, on insère. Donc l'update, elle est reconnue en tant qu'un jeu PS2, mais au format CD. Donc là, c'est pour ça, évidemment, vu que c'est un CD gravé et non pas un DVD gravé, c'est plus long. Le temps que ça reconnaisse, voilà. Et là, ça va booter directement PS2. Voilà. Voilà, donc là on peut voir le lancement de la mage. Donc là ça doit me dire que la mage est déjà installée. Donc on va éteindre le système. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Hop. Donc là, là pour le coup maintenant, je vais enlever la carte Freemac Boot. J'éjecte le disque. On va se retrouver sur le menu standard de la PSX. Et donc là, la dernière chose que je peux vous montrer, eh bien, c'est le lancement d'un jeu PS1 ou PS2 directement via le XMB. Donc ça, ce sont des jeux qui sont installés donc sur le disque dur. Donc là, on peut voir que il y a toutes les informations, donc Siphon Filter 2,
Sony, enfin ça c'est les développeurs, le numéro de CES, etc. Et on peut voir qu'il fait 1536 mégas, puisque il a été fusionné pour pouvoir... pour qu'on n'ait pas besoin de swapper entre les deux disques. Et donc on va le lancer, hop. Donc là ça indique une petite phrase. La LED de la console clignote en même temps. Et la console le lance. Et voilà, donc PlayStation. Donc c'est quand même très agréable hein, de voir le logo PlayStation comme ça au lancement des jeux via le XMB. Alors par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que les jeux installés comme ça PS1, c'est comme sur la PS2 standard, classique, c'est via un émulateur en fait. Bon, émulateur qui est officiel PlayStation, donc le POPS, POPS. Mais une chose à savoir, c'est qu'il peut y avoir des ralentissements, des bugs d'affichage, etc. Moi, je sais que j'ai essayé d'installer, par exemple, l'Odyssey d'Abe. Malheureusement, alors là, normalement, je peux charger. Voilà, hop. Malheureusement, l'Odyssey d'Abe n'est pas bien émulé. Donc, c'est glitché de partout, c'est injouable. Là, Siphon Filter 2, il marche très bien. Donc, tout dépend des jeux. Et puis ensuite, peut-être que Pops va évoluer. Là, vous voyez, il y a un ralentissement. Et je peux vous assurer que sur la version CD, c'est pas ralenti du tout comme ça. Bon, vous, ça scintille un peu. Alors voilà, vous voyez, là par exemple, comparé à tout à l'heure, là le jeu il scintille, puisqu'il est exécuté en 50 Hz et non pas en 60 comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, il était en 60 Hz, alors que là, il est en 50, donc dans la fréquence d'origine. Vous voyez, il rame vraiment beaucoup le jeu. Hein. Il est presque injouable. Hein. Merde, là, vous voyez, j'ai même pas pu tirer. Voilà. Alors, je savais qu'il fallait pas faire ça. Mais c'était pour vous montrer. Et il y a des baisses de framerate. C'est pas pratique, c'est pas très agréable à jouer. Donc, mais c'est tout à fait faisable. Pour ceux qui n'ont pas de puce, c'est tout à fait faisable. Donc, j'espère que cette petite vidéo, donc PSX, vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ravi de revenir donc sur YouTube. Ça fait quand même des années que je suis parti et donc j'espère vous publier des vidéos régulièrement à l'avenir, que ce soit des vidéos standards ou des shorts, car le format short est quand même aussi très sympa quand on fait rarement des vidéos. Donc genre une petite vidéo comme ça à prendre sur le vif, ça peut être très sympa. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai changé d'environnement de travail. Donc si vous en avez envie, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit room tour donc de mon nouvel atelier, si ça vous fait envie. Voilà, donc sur ce, après cette vidéo très longue, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!